Et avec nous pour ce club, Yannick Halimi. Bonjour Yannick, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Bernard Didier, bonjour, merci d'être là, directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Audrey nous a rejoint. Bonjour Audrey, on va parler de la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats. Hier, elle a tourné court. Les syndicats ont demandé le retrait de la réforme, refus de la Première ministre. Alors est-on désormais dans une situation de blocage? Et que peuvent faire les syndicats? Pèsent-ils encore sur la mobilisation ou risquent-ils d'être débordés par leur base? Peuvent-ils encore dialoguer avec l'exécutif? On verra ce que vous en pensez. On va vous entendre dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. On va évidemment parler de cette 11e journée de mobilisation. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Montpellier retrouver Vincent Coste. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Journaliste au Midi Libre, Vincent. Alors chez vous, la mobilisation contre la réforme des retraites, Vincent, elle est toujours forte? Beaucoup de défilés prévus aujourd'hui? Beaucoup, oui, c'est ça qui est étonnant. Là, le nombre de participants dans les défilés sera évalué au fur et à mesure de la journée, bien sûr. Mais ce qui reste étonnant pour une 11e journée de mobilisation, c'est que par exemple en Occitanie, si on prend le département de l'Hérault, il ne va pas y avoir seulement une manifestation à Montpellier et par exemple à Béziers et Sète, les deux autres villes du département, mais il y aura 9 défilés différents, 9 manifestations distinctes dans le département, à Montpellier, Béziers, Sète bien sûr, mais aussi à Lunel, à Bédarieux, dans des gros villages ou des gros bourgs où d'habitude, lors d'événements, de journées de mobilisation de ce type, il n'y a pas forcément, voire très rarement de mobilisation. Nous avons la même situation, par exemple, dans le département voisin du Gard, où il y a effectivement une grande manifestation à Nîmes, une autre à Alès, mais il y en a 3 autres d'organisés. Sur les seuls départements de l'Hérault et du Gard, c'est une quinzaine de défilés qui seront organisés aujourd'hui. Et comme on l'a vu, donc, dès le début de ce mouvement, la mobilisation est forte dans les petites et moyennes villes de province, voire dans les gros villages, avec des défilés inédits, de par leur ampleur comme de par leur existence même. Vincent, un mot sur votre une, c'est un entretien avec Laurent Berger. Oui, nous avons eu un journaliste Midi Libre s'est effectivement entretenu avec Laurent Berger hier après-midi. Laurent Berger, évidemment, qui maintient ses positions, qui nous explique que les changements à la tête de la CGT, par exemple, ne changent rien en matière d'action et d'efficacité de l'intersyndicale, et Laurent Berger, qui lance quelque part un appel à Emmanuel Macron et qui dit que oui, si Emmanuel Macron veut rencontrer l'intersyndicale, évidemment, il ira rencontrer Emmanuel Macron, mais en restant sur ce positionnement. Quand il appelle Emmanuel Macron, comme on le voit, à faire preuve de sagesse, ça veut dire évidemment reculer sur la mesure d'âge qui pivot de cette réforme des retraites. Merci. Ce que l'exécutif, pour l'instant, n'accepte pas, bien sûr. Et on va en parler. Merci beaucoup, Vincent Coste, d'avoir été avec nous. Et merci, la une du Midi Libre, c'est donc cet entretien avec Laurent Berger. L'appel à Macron, c'est à la une de votre journal. Merci, Vincent. 11e journée de mobilisation. Alors, Vincent nous le disait, toujours de la mobilisation du côté de Montpellier et de l'Occitanie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation en hausse, ou est-ce qu'on va rester un peu sur la lignée de la précédente journée? Est-ce que on sent un essoufflement, finalement, un moment de creux dans cette mobilisation? Écoutez, on sait qu'on est en stand-by. C'est le mot couramment usité là, depuis quelques semaines. Lors de la dernière mobilisation, effectivement, le nombre de manifestants et le taux de grévistes avait diminué. Tout le monde, c'est-à-dire exécutif, parlementaires, élus et bien sûr syndicats, attendent quoi? La décision du Conseil constitutionnel. Voilà. On est dans une période où on continue à faire vivre la mobilisation, on le voit. Évidemment, c'est pas des grèves reconductibles, c'est pas des mobilisations permanentes, mais les syndicats ne veulent pas faire diminuer la tension. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y en aura plus, est-ce qu'il y en aura moins? Sauf si les rues sont particulièrement vides, mais ça je ne le pense pas. Certes, le taux de grévistes est en diminution, puisqu'on peut le prévoir, en tout cas dans les services publics, mais je pense que le gouvernement ne doit pas trop
trop se réjouir. La tension est là, la mobilisation est là, l'unité syndicale est toujours là. Donc la tension reste forte. Ouais. Bernard Villiers, effectivement, les prévisions de grève sont en diminution. Les syndicats appellent à la mobilisation. Est-ce qu'ils ont encore la capacité de mobilisation ? Oui, la détermination est vraiment très forte. Nous sommes à la 11e journée. Il y a déjà eu 4 manifestations avec plus d'1 million de manifestants, chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est à rapprocher de ce que l'on avait vécu en 2010. Il y avait eu 14 manifestations, dont 3 qui avaient dépassé 1 million. Alors, évidemment, en 2010, la réforme avait été votée et les manifestations n'avaient pas débouché sur un succès syndical. Mais en 2010, il y avait eu une relation permanente entre l'exécutif, le pouvoir politique et les organisations syndicales. Et c'est fondamentalement différent aujourd'hui. On pourrait presque dire que le président de la République peut aujourd'hui remercier d'une certaine façon les organisations syndicales. Parce que si les organisations syndicales qui sont dans les territoires, qui sont dans les professions, n'occupent pas le terrain, le vide créé par leur effacement, sinon leur disparition, profiterait à qui ? En politique, on a la réponse. Et sur le plan social, on a aussi eu l'exemple en 2018-2019 avec les Gilets jaunes d'une réponse violente, un face-à-face entre l'exécutif et la foule. Donc ça veut dire qu'il y a un risque ? Oui, il y a un risque démocratique pour vous ? Oui, il y a un risque démocratique, en ce sens que le président de la République doit être respecté dans ses prérogatives. Il n'y a pas de partage du pouvoir dans une 5e République, mais il doit y avoir un respect des corps intermédiaires. Et quand une crise émerge, on le voit dans une entreprise, nous à l'IST on le vit tous les jours, quand une crise émerge entre la direction et les salariés, qui doit gérer la crise? Essentiellement la ligne managériale, les managers de proximité. En France, en politique, les managers de proximité s'appellent les maires. Il y en a 35 000. Alors justement, Elisabeth Borne, pardon, pas du tout Emmanuel Macron, a rencontré hier l'intersyndicale. Audrey, est-ce qu'on peut parler d'un rendez-vous raté ? Ou même d'un dialogue de sourds, choisissez vos mots. Pourtant, il y avait un point positif, c'est la première fois qu'Elisabeth Borne recevait les syndicats depuis janvier dernier. Une tentative pour renouer le dialogue qui a donc échoué après moins d'1 heure de réunion. Alors, la première ministre a d'abord voulu parler des carrières longues, de l'emploi des seniors, de la pénibilité. Oui, mais voilà, elle a aussi dit qu'elle refusait de retirer la réforme, l'allongement de l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans. C'était la condition sine qua non pour l'intersyndicale pour reprendre le dialogue. C'est Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui aurait mis un terme au rendez-vous au nom de toute l'intersyndicale. Un nom d'une seule voix, donc, pour les 8 organisations syndicales. Et ça a été scruté aussi, parce que vous le savez, le visage de la CGT a changé. C'est Sophie Binet qui a remplacé Philippe Martinez à la tête du syndicat. Vous allez l'entendre, la tête change, mais la ligne ne change pas. Écoutez. Notre présence ici, elle prouve notre sens des responsabilités et du dialogue. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue, qui sont en grève, qui sont opposés à la retraite à 64 ans, à l'allongement de la durée de cotisation et à la suppression des régimes spéciaux. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Alors vous le voyez, les mots sont forts. De son côté, Elisabeth Borne a pris brièvement la parole. Elle a fait bonne figure sans esquisser pour autant de sortie de crise. Écoutez. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. Alors on dirait qu'ils n'ont pas forcément participé à la même réunion. La Première ministre qui a conclu en disant qu'elle n'envisageait pas d'avancer sans les partenaires sociaux. Alors à ce stade, ça paraît quand même un peu compliqué, d'autant qu'un peu plus tard dans la soirée, Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'est exprimé à la télévision. Il parle, lui, d'une grave crise démocratique. Dans un pays où on n'arrive pas à se parler après autant de mobilisation, c'est quand même qu'on a un problème. On a un problème. L'autre raison, c'est que, on le voit bien, ce qui est en train de se passer, c'est de créer un profond ressentiment. Et le ressentiment, il est double. Il est sur le contenu de cette réforme des retraites et aujourd'hui, il est un ressentiment, une défiance à l'égard des institutions. On est passé d'une crise sociale à un ressentiment, une crise démocratique.
le patron de la CFDT, qui ne digère pas non plus les pics ad hominem du président de la République, qui estime que la CFDT met de l'huile sur le feu sans rien présenter en échange. Laurent Berger qui a appelé Emmanuel Macron hier à garder ses nerfs. Vous le voyez, on est loin d'un retour autour de la table des négociations. Ouais, Bernard Vivier. Alors, il y a eu quand même dialogue, rencontre. Mais est-ce que le lien est désormais rompu entre les syndicats et l'exécutif ? Non, il ne l'est jamais. Les deux comptes rendus, côté syndical, côté Premier ministre, donnent le sentiment que les participants n'étaient pas à la même réunion. S'ils étaient à la même réunion, ce fut courtois, ce fut bien élevé. On ne s'invective pas, simplement, ce fut bref et ferme. À chaque fois, les leaders syndicaux ont dit « Madame la Première ministre, est-ce que vous retirez votre réforme ?» On connaissait la réponse à l'avance. Donc le lien n'est pas rompu et c'est important. Vous savez, le monde syndical, c'est pas uniquement Sophie Binet, Laurent Berger. C'est aussi la FSU Sud autour de la CGT et puis autour de la CFDT, vous avez la CFTC, la CFE-CGC, l'UNSA, Force ouvrière aussi qui compte dans cette affaire-là. Donc c'est un tissu d'organisations syndicales qui, répétons-le, sont en contact avec les professions et les territoires. Un chiffre, la CGT compte aujourd'hui sur le territoire français 803 unions locales. Alors, on pourrait dire, la CGT n'a pas, au moment des Gilets jaunes, occupé les ronds-points qu'ont fait les 803 unions locales. C'est vrai. Mais les organisations syndicales font partie, comme les partis politiques, s'ils étaient en meilleure forme, de ces corps intermédiaires qui aident la démocratie à respirer. Est-ce que la réunion d'hier a été utile pour vous, Jannick Halimi ? Effectivement, il y avait quand même peu de doutes sur son issue, mais est-ce qu'elle a eu une utilité ? Est-ce qu'on était dans une posture des deux côtés ? On était dans une posture, mais comme le disait Bernard Vivier, et puis comme le disent l'ensemble des organisations syndicales qui étaient présentes et qui se sont déplacées, tout le monde savait que chacun resterait sur ses positions. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il y a le Conseil constitutionnel, et je ne veux même pas parler de la proposition de loi référendaire, qui est elle aussi pendante. Mais pour répondre à votre question, oui, elle était utile, oui, elle était nécessaire, oui, elle était indispensable, aussi bien pour l'exécutif que pour les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, plus ou moins réformatrices ou plus ou moins radicales. Elle était nécessaire parce qu'il faut garder le contact et montrer qu'on garde le contact. Parce qu'on le dit souvent, on le répète, les contacts étaient dans la coulisse, mais il est bien aussi de montrer que contact, à défaut de dialogue pour le moment, il y a entre l'exécutif et les organisations syndicales. Ça, c'est une chose extrêmement importante dans notre démocratie, aussi grippée soit-elle. Moi, je ne parlerai pas de crise démocratique. Crise politique peut-être, certainement pas crise démocratique dans un pays où toutes les oppositions peuvent quand même s'exprimer, même si le gouvernement ne prend pas en compte toutes les revendications. Il en a pris quand même en compte quelques-unes. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais il y a beaucoup de textes qui continuent à être votés au Parlement. En plus, mais même sur la retraite, on ne peut pas dire... Enfin, certes, le gouvernement reste droit dans ses bottes sur les 62-64 ans, on est bien d'accord. Il a pris quand même en compte beaucoup d'autres propositions, qu'elles viennent des LR, qu'elles viennent d'autres partis politiques ou des syndicats. Donc, la réunion d'hier, oui, était importante. Je pense que le gouvernement a intérêt à faire vivre, comme vous le disiez Bernard Vivier, cette démocratie sociale dans les mois qui viennent, d'autant plus qu'il n'est sûr de rien à l'Assemblée nationale, d'une part, et d'autre part que les organisations syndicales aussi ont tout à fait intérêt à le faire. Mais moi, je pense, pour terminer, que ce sont les organisations syndicales qui ont la main dans le dialogue et dans les négociations qui vont s'ouvrir. Parce que, encore une fois, si Elisabeth Borne ou le gouvernement, quel que soit son chef dans les mois qui viennent, arrive à sortir de la crise, il ne l'aura pas résolu. Et comme dit Laurent Berger et d'autres, la colère est toujours présente et que il y a les syndicats... On va y venir, ouais. On va y venir sur l'extension de la colère, mais juste, je fais réagir à Bernard Vivier sur ce que vous venez de dire. Est-ce que ce sont les syndicats qui ont la main et comment on peut faire vivre la démocratie sociale dans les prochaines semaines avec Elisabeth Borne qui veut aller de l'avant, parler de la suite, et les syndicats qui disent mais on ne veut pas parler de la suite tant qu'il y a cette réforme? Oui, les deux volets de votre question renvoient à une question centrale.
qui, dans le pays, doit organiser la vie sociale? Le pouvoir exécutif, bien évidemment, le politique est en surplomb de tout ce qui se passe dans le pays. Mais il existe des sphères de la vie sociale qui n'appartiennent pas par nature au pouvoir politique. Le patronat et les syndicats ont pour vocation d'organiser le marché du travail. Si on veut parler de pénibilité, de carrière longue, d'emploi des seniors, d'égalité hommes-femmes, quantité de sujets, qu'est-ce qu'un ministre du Travail ou un ministre de la fonction publique peut faire sur le sujet? Ministre de la fonction publique, oui, parce que ce sont ses employés, ses salariés, enfin ses fonctionnaires, plus exactement. Il y en a 5 600 000. Mais dans tout le secteur privé, ce sont les organisations syndicales et patronales qui doivent le faire. Syndicats et patronats ont élaboré, de façon très discrète, malheureusement, un agenda social autonome, c'est-à-dire une sphère de négociation dans laquelle ils peuvent décider, mais à condition évidemment que le gouvernement ne préempte pas le sujet. Or, il existe dans le Code du travail un article, qui est l'article 1, qui avait été installé par Gérard Larcher quand il était ministre du Travail, et qui dit, en substance, quand les partenaires sociaux veulent débattre entre eux d'un sujet, ils en parlent à la puissance publique, et ils disent, écoutez, pendant que l'on discute, ne soyez pas au-dessus de nous pour dire quand il faut finir et ce qu'il faut mettre dans la conclusion. La question maintenant, et Yannick, vous en parlez, c'est la mobilisation, certes, elle continue, mais va-t-elle s'étendre à d'autres sujets et agréger certaines colères? Marion Delpech est allée dans la Somme rencontrer les salariés du site d'Amazon à Beauvais. Ils sont en colère, ils bloquent les entrées du site, un mouvement qui fait suite à l'appel de l'intersyndicale pour dénoncer la réforme des retraites, mais aussi pour réclamer des hausses de salaire. Au loin, l'immense plateforme logistique d'Amazon près d'Amiens, aucun colis n'en sortira ce mardi matin. Car les salariés bloquent depuis 6 heures 2 entrées du site logistique, déterminés à montrer leur colère face à ce qu'ils considèrent comme un passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites, mais aussi pour tenter une nouvelle fois de se faire entendre sur leurs revendications salariales. Qu'on puisse s'en sortir tous les mois, parce qu'en début de mois, tout le monde, ou en milieu de mois, les salariés sont dans la crise, on va dire, et moi le premier. Et ce qu'on veut, c'est une augmentation générale conséquente, suite à l'inflation en tout cas. On est maman solo avec des enfants. On est à peu près, on va dire à 1 500 € par mois, en payant l'essence. Moi, je sais que je fais 60 km aller-retour par jour. Et du coup, je remplis souvent le réservoir, quoi, et c'est vraiment ce qui impacte le plus le budget. Des salariés soutenus par l'intersyndicale départementale à l'origine de la décision du blocage. Le but, toucher à l'économie des grands groupes et faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites. Et la mobilisation est loin de s'essouffler selon eux. Vous avez une opération port-mort au niveau national, vous avez une reconduction de la grève qui se poursuit chez EDF, qui se poursuit chez les cheminots, et vous avez un mandat de la CGT qui est très clair, c'est il n'y aura pas de médiation, il n'y aura pas de trêve, on continue jusqu'au retrait. Déjà, on a vu la semaine dernière la manifestation qui a réuni beaucoup plus de monde que la première déjà. Donc au niveau essoufflement, on n'y est pas. On est plutôt quand même dans une action en fait où les salariés nous soutiennent. Une détermination qui semble contagieuse et qui s'intensifie même ici sur ce piquet de grève où les étudiants sont venus soutenir les travailleurs. 2 syndicats, l'UNEF et la FSE ont fait le déplacement. Bien que le gouvernement utilise tous les mécanismes possibles pour stopper la mobilisation, que ce soit la répression de plus en plus forte des manifestants ou que ce soit les décisions autoritaires pour passer la réforme en force, les étudiants continuent à se mobiliser et c'est super, on n'a pas d'essoufflement, en tout cas on ne le constate pas et c'est génial. Pour tous ceux présents ce jour-là, il n'y a pas de doute, la détermination est intacte. Et si des divergences se font ressentir entre certaines forces syndicales au niveau national, ils l'assurent, ici, l'intersyndicale restera soudée. Cette réforme de retraite, nous on a une ligne rouge à la CFDT que même notre chef, M. Berger, ne pourra pas dépasser. Ça a été décidé en congrès et on ne passera pas ces 62 ans. Donc il n'est pas question qu'on aille à 64 ans. Donc on a peut-être des distorsions peut-être avec d'autres syndicats, mais en tout cas nous ici dans la Somme, on tient à cette intersyndicale parce que ça fonctionne depuis très longtemps déjà et on tient à la garder. Une nouvelle mobilisation est prévue dès demain dans toute la France et à Amiens, ainsi que d'autres blocages dans les jours à venir. Yannick, est-ce qu'on est dans un mouvement, on le voit là, avec l'exemple de ces salariés, qui va changer de forme, une extension de la colère, une agrégation des différentes revendications?
Écoutez, on sait que depuis la réforme des retraites et la mobilisation, depuis le mois de janvier ou le mois de février, que ce soit les syndicats ou les partis politiques, notamment la France Insoumise, a cherché à aboutir et à déclencher cette coalition des colères dont vous parliez. Et ces colères existent. Pour les salariés, notamment les plus modestes, on le voit, ça se coagule avec l'inflation et le problème de la hausse des prix et des salaires qui ne sont pas indexés sur la hausse des prix. Et pour les étudiants, on a vu après un début difficile que les jeunes, et notamment les étudiants, commençaient également à se mettre en branle, à se mettre en mouvement à partir du 49.3, parce qu'au-delà de la réforme des retraites, qui les concernait peu, ça a été plutôt la critique et l'opposition politique au sens large du terme et d'une réforme des institutions qu'ils appelaient de leur vœu. De là à dire, à l'heure qu'il est, qu'il va avoir une coalition des colères et que du coup les cortèges vont grossir et les grèves, voire les carrefours comme au temps des Gilets jaunes vont se multiplier, personnellement, moi je ne le pense pas. Il risque tout de même, encore une fois, attendons la décision du Conseil constitutionnel d'avoir une sorte d'essoufflement du mouvement, mais pas d'affaiblissement. Je pense, encore une fois, que les colères sont totales, que l'unité syndicale va rester au moins dans les propos à l'opposition ou du gouvernement ou de la réforme des retraites et qu'il va avoir encore une fois une France et un exécutif sous pression. De là à ce qu'on aille à un grand soir avec une coalition des colères, à l'heure qu'il est, je ne le pense pas du tout. Bernard Vivier, là-dessus. Les forces politiques sont divisées, éclatées, atomisées, en tout cas celles qui sont dans la logique de gouvernement. C'est un vrai désastre, un bombardement à l'Assemblée nationale. Les forces syndicales sont établies, structurées. Mais les forces syndicales, répétons-le, ne sont pas aujourd'hui au centre ne sont pas en capacité centrale pour tenir toutes les colères. Alors nous avons et justement, parce qu'on entendait, c'est un peu une forme d'avertissement lancé par ces salariés dans le sujet. Est-ce que ça veut dire que les leaders syndicaux risquent d'être débordés par leur base ? Oui et non. Les organisations syndicales sont des structures, des appareils, si on peut dire, bien organisés. Le leader de la CFDT qui vient de s'exprimer dans sa région dit Laurent Berger, il fait ce qu'il veut, mais nous, non, on sera dans l'unité syndicale. On se calme, après l'esprit famille CFDT va l'emporter. Mais il est à l'écoute de préoccupations, qui sont des préoccupations qui ont largement, ça vient d'être dit, dépassé le dossier des retraites, sur la question du pouvoir d'achat. Le reportage l'indique, une jeune femme qui dit « Moi j'ai 1 500 €, je me fais 60 km par jour, l'essence ça coûte », et nous retrouvons là les ingrédients d'une colère lourde par-delà les organisations syndicales. C'est l'accès aux soins, la capacité à se déplacer, à se transporter, c'est l'accès aux services publics, c'est-à-dire tout ce qui a permis, malheureusement en 2018, de voir le phénomène des Gilets jaunes. Et là, les organisations syndicales, comme les partis politiques, étaient débordés. Vous savez, il y a... Et aujourd'hui, ils le sont moins ? Oui, ils le sont toujours. Non, les syndicats sont là, pas les partis politiques. Hier, j'étais à Saint-Nazaire et la personne qui m'accueille me dit vous savez, le maire de Saint-Brévin a vu sa poubelle brûler et la poubelle a mis le feu à la maison. Donc, on en parle peu, mais nous avons toujours une violence latente et Saint-Brévin, c'est pas une commune par nature violente. Voilà. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que, du coup, le mouvement politique n'incarne pas, n'est pas le relais du mouvement syndical, notamment au Parlement ? Alors attention, les partis politiques n'ont pas pour vocation d'être ni les relais des syndicats, ni les donneurs d'ordre des organisations syndicales. Nous avons en France toujours le sentiment que partis politiques de gauche et syndicats, c'est tout un mouvement ouvrier. C'est faux. Dans d'autres pays européens, il y a des relations très étroites entre les partis politiques et les syndicats, notamment les partis politiques de gauche et les syndicats, mais chacun dans son rôle. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, le dit toujours très bien. Nous avons, depuis le mois de janvier, organisé des manifestations. Ce sont des manifestations intersyndicales. Les partis, dit-il en substance, c'est sur les côtés, derrière, mais pas dans le carré de tête. Jannick. Écoutez, les forces politiques et l'Assemblée nationale et le Sénat et le Parlement peuvent avoir un rôle à jouer dans le contexte actuel à condition
que l'exécutif arrive à capter ce qui se passe aujourd'hui. Comme nous le disions, la situation est bloquée. Ça paraît évident. Mais comme vous le disiez, Bernard Vivier, les syndicats peuvent donner une occasion à Emmanuel Macron et au Premier ministre, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, de donner un nouveau souffle, ou un premier souffle, j'en sais rien, à ce nouveau quinquennat qui manque véritablement et apparemment et évidemment d'inspiration. Comment ? En ouvrant des grandes négociations, oublions l'âge de la retraite, il faut de toute façon que les négociations sociales s'ouvrent, ces négociations avec l'État, pour le coup, donnant du grain à moudre à la représentation nationale que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Et même s'il n'y a pas de majorité sûre pour l'exécutif à l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment les députés, quelle que soit leur configuration, pourraient refuser un grand accord sur les conditions de travail, sur la pénibilité ou sur autre chose s'il a été validé par les organisations syndicales. Donc je pense que là, on est à une nouvelle configuration du pouvoir politique, du pouvoir législatif et du pouvoir social. Il faut que l'exécutif fasse en sorte que la mayonnaise prenne et qu'il arrive à faire sortir la France, non pas lui-même, mais la France par le haut. Et une dernière question pour terminer, parce que Yannick, vous en parliez tout à l'heure et on l'a entendu dans le reportage, il y a des questions qui se posent autour de l'unité syndicale. Alors hier, l'intersyndicale s'est affichée unie. Il y a notamment des questions qui se sont posées après l'élection à la tête de la CGT de Sophie Binet. Le congrès a été très dur, assez tendu. Sophie Binet, hier, elle a dit « Mais non, l'unité syndicale, elle n'est pas remise en cause, contrairement à ce qu'on entend. Il n'y a pas de fissure. » Ça peut tenir longtemps ? Oui, ça peut tenir longtemps, parce que le congrès de la CGT a pendant 4 jours sur 5 vécu un psychodrame. Bien. Et la sortie de crise s'est faite par le haut. Sophie Binet est une personne très structurée qui a déjà été au bureau confédéral de la CGT entre 2013 et 2015. Elle est très solide, très formée, une très bonne dialecticienne. Ce sera d'une certaine façon Philippe Martinez bis. C'est la même ligne. C'est la même ligne. C'est pas une ligne plus dure. Mais le style, évidemment, sera très différent. Elle a la volonté de rassembler, de recoudre les morceaux déchirés en interne. Mais la ligne sera celle de l'intransigeance. Et le mot lutte de classe est pour elle une expression assez facile dans sa pensée, dans sa bouche. Donc ça veut dire que ça va être plus compliqué pour le gouvernement de négocier avec la CGT ou pas ? De toute façon, c'était pas simple avec Philippe Martinez. C'était pas simple avec Philippe Martinez. Et de toute façon, il vaut mieux avoir en face de soi un interlocuteur structuré qu'une absence d'interlocuteur. Dans les entreprises, vous savez, les DRH, ils disent souvent, moi je préfère avoir un délégué syndical CGT dur en affaires, mais qui tient la route et les troupes, que d'avoir quelqu'un qui fiche le camp et dont on ne sait pas d'où il vient et où il va. Moi, je pense que le problème, c'est pas la CGT pour le gouvernement, très rapidement, c'est le fait, comme vous le disiez, que l'unité syndicale, notamment entre les deux grands syndicats, les deux grandes confédérations, se poursuive. Oui. On va continuer à parler de ce sujet, puisque c'est à la une de nos quotidiens régionaux, Audrey. Une de nos quotidiens, Audrey, l'échec de cette réunion hier entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Oui, ça a marqué les quotidiens régionaux. Regardez, dialogue de sourds, titre le Dauphiné libéré et la montagne, avec cette photo de Laurent Berger, le patron de la CFDT, et de Sophie Binet, la nouvelle chef de la CGT, un peu dépitée. Pour la Provence, c'est l'impasse. L'issue, certes, était prévisible, on en a parlé, mais tous nos quotidiens reviennent sur ce rendez-vous manqué entre l'intersyndicale qui demande le retrait de la réforme et le gouvernement inflexible. Tous les regards sont donc tournés sur la 11e journée de mobilisation. Dans ce contexte, l'Union s'intéresse au retour en grâce des syndicats. Le front uni qu'ils affichent contre la réforme des retraites redonne une assise, souligne le quotidien. Et ça se voit sur le terrain. Dans l'Aisne, par exemple, les adhésions à la CFDT ont augmenté ces derniers mois entre plus 7 et plus 13%. L'actualité, c'est aussi l'inflation. Pour s'en sortir face à la hausse des prix, de nombreux Charentais font la course aux bonnes astuces. Ils nous les livrent dans la Charente Libre ce matin. Il y a ceux qui privilégient les dates courtes. En général, c'est 30% moins cher. L'autre option, ce sont les légumes mal calibrés ou ceux qui ont eu des problèmes de livraison. C'est le cœur de métier de l'enseigne Nogasp. Elle est passée de 2500 clients par mois à 4000, Lauriane.
On termine par une note plus légère. Vous nous parlez de foot, la victoire de Nantes hier. 2 notes plus légères. Les Canaries qui sont en finale de la Coupe de France après une victoire 1-0 face à Lyon grâce à un but de Ludovic Blas. Et puis, en cette veille de Pâques, Oriane, je vous emmène chez vous, en Corse, où l'on ne prend pas les choses à la légère pour la veille de Pâques, avec la veille de Catenaccio. Voilà. Moi, je demande aux locaux à la locale de l'étape. Ça se passe à Calvi. Ce sont des processions où des pénitents expient leurs fautes en portant la lourde croix du Christ, en général pieds nus sur des pavés pendant 2h30. Ils sont cagoulés pour garder leur anonymat. Traditionnellement, on était pénitents pour expier une faute grave. Désormais, ce sont des fidèles qui veulent être au plus près de leur foi. Et sachez qu'il y a des femmes qui le font. Les détails sont à lire dans Corse Matin. Exactement. Et on invite du coup tout le monde à lire Corse Matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey, pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Yannick Halimi. Merci, Bernard Vivier, d'être venu nous voir. Et on suivra bien évidemment l'issue de cette journée de mobilisation. Ce sera à suivre demain dans cette émission. Demain, où vous retrouverez Steve Jourdain à ma place. Et puis, prochain rendez-vous sur notre antenne, c'est à 18h. Thomas Hugues, Sens Public. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et moi, je vous retrouve mardi.